Bonjour à tous, je m'appelle Christian Depertuis, je suis professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, où j'ai fondé la chaire Économie du climat. Aujourd'hui, nous allons rapidement parler du lien entre l'agriculture, le climat et l'action contre le changement climatique. Trois messages principaux. Premier message, le changement climatique est déjà là. Les impacts du réchauffement vont se durcir pendant 2 ou 3 décennies et par conséquent, les agriculteurs sont contraints d'anticiper ces impacts du changement climatique pour s'adapter, pour construire de la résilience par rapport à ce changement climatique. Deuxième message, les objectifs climatiques aujourd'hui sont donnés en termes de neutralité carbone, ce qui signifie que le montant des émissions brutes de gaz à effet de serre doit être égal à la quantité que la biosphère peut absorber chaque année. Il n'y aura pas de neutralité carbone sans un apport très important de l'agriculture et de la forêt aux politiques climatiques. Troisième message, dans cette action face au réchauffement climatique, une question clé pour l'agriculture est la part des animaux dans les systèmes alimentaires et dans les systèmes agricoles. Un, anticiper les impacts du réchauffement climatique. De quoi s'agit-il? Le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement l'augmentation de la température moyenne, mais c'est aussi plus de variations dans le climat et également des changements terribles dans les régimes de précipitation. Ces changements dans les régimes de précipitation font que les zones arides s'étendent. Elles s'étendent notamment au sud de l'Europe, elles s'étendent de l'est vers l'ouest des États-Unis. Et donc, s'adapter au changement climatique pour l'agriculture, ça voudra dire s'adapter à des conditions de température, des conditions de climat de plus en plus difficiles et surtout s'adapter à des changements très importants dans le régime des précipitations et dans la gestion de l'eau. Deuxième point, la définition des objectifs de politique climatique maintenant se fait essentiellement en termes de neutralité carbone. L'objectif, c'est de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre pour les ramener au niveau de la capacité d'absorption de ces émissions du carbone atmosphérique par les sols et par les plantes. Cette neutralité carbone pourra être atteinte au travers de deux grandes transitions, la transition énergétique, c'est bien connu, mais également la transition de l'agriculture vers des systèmes beaucoup plus agroécologiques, parce que agriculture et forêt représentent aujourd'hui près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et pour atteindre la neutralité carbone, il faut maximiser les possibilités pour l'agriculture de stocker le CO2 qui est dans l'atmosphère par une meilleure gestion des sols et limiter les émissions de gaz à effet de serre strictement agricoles que sont les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, principalement via les ruminants, via la riziculture en ce qui concerne le méthane et principalement via l'engraissement des sols en ce qui concerne le protoxyde d'azote. Cette marche vers la neutralité carbone, elle impliquera de réduire beaucoup plus fortement dans les années qui viennent les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole, notamment dans le cas de la France où on voit que ces émissions du secteur agricole résistent à la baisse plus fortement que les émissions qui sont liées à l'activité énergétique. Le troisième point de la présentation concerne un point absolument crucial pour les éleveurs, c'est la place des animaux dans les modèles alimentaires et les modèles agricoles de demain. Cette question est souvent posée de façon polémique. Elle est souvent posée de façon polémique, comme est par exemple posée en matière énergétique de façon très polémique la question du nucléaire. Je crois que tous les acteurs ont un intérêt fort à regarder les choses sous un angle non polémique pour comprendre les jeux de contraintes et voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions gagnantes-gagnantes. En ce qui concerne d'abord la place des animaux dans les modèles alimentaires, il est clair que les modèles de consommation alimentaire qui ont été développés dans les pays les plus riches, notamment les pays occidentaux, sont des modèles très fortement
consommateurs de produits animaux, notamment de viande. Et ces modèles utilisent énormément de ressources agricoles et ils utilisent énormément de ressources agricoles très émettrices chaque fois qu'il s'agit d'élever des ruminants. La Chine, qui figure sur ce graphique, vous voyez, a pratiquement rejoint ces modèles de consommation alimentaire. Il est clair que ce type de modèle alimentaire va poser des problèmes croissants pour l'action climatique et les pressions vont être de plus en plus fortes pour qu'on limite la part des produits animaux dans les systèmes alimentaires. Par rapport à cette question, des mouvements assez extrémistes se font jour, et vous le savez mieux que moi, et on prône par exemple l'éradication complète des animaux dans les systèmes agricoles. Et là, je crois qu'il convient de réfléchir à quelle sera la place des systèmes des animaux dans les systèmes agricoles de demain. Car depuis que l'agriculture se développe en Mésopotamie, quelques millénaires avant cette ère, le rôle des animaux dans les systèmes agricoles a toujours été extrêmement important. Je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a une incroyable diversité de systèmes de production animaux et de systèmes d'interaction entre l'animal et le végétal. Et pour ma part, je ne pense pas que des systèmes qui éradiqueraient totalement les animaux des systèmes alimentaires et agricoles aient quelque logique sous l'angle de l'agriculture. Néanmoins, il faut bien distinguer deux types d'élevage. À la gauche, sur ce transparent, vous voyez deux types de regroupements massifs d'animaux qui génèrent des dégâts climatiques et des dégâts écologiques considérables. Les feedlots aux États-Unis, c'est le plus gros feedlots aux États-Unis, qui est situé dans le Texas, en bas à gauche, et puis des regroupements immenses de troupeaux autour de puits dans le Sahel. Ces systèmes ne sont pas durables et ne sont pas compatibles avec l'action climatique. À la droite, vous avez des systèmes beaucoup plus sophistiqués, des élevages à l'herbe. Et dans les élevages à l'herbe, si l'animal émet bien du méthane, il contribue au maintien d'un écosystème herbager qui stocke le carbone dans les sols et qui fait vivre les sols. Et en bas, cette forme de pastoralisme dans lequel vous voyez cet éleveur qui va chercher de l'alimentation pour ses animaux sur des gousses auprès d'un arbre, sont également des systèmes beaucoup plus harmonieux et qui valorisent considérablement les sols et leurs couverts pour stocker le CO2. Donc je crois que cette question de la place des animaux dans les systèmes alimentaires et agricoles est absolument incontournable. Il est de l'intérêt des agriculteurs de la poser, mais de la poser non pas dans une vision extrémiste pour juger n'importe quel système d'élevage, mais pour montrer combien il sera crucial de trouver une harmonie, un équilibre beaucoup plus important entre le sol, notamment le sol qui stocke le carbone, les couverts végétaux, les arbres, les haies, qui permettent de reconstituer la biodiversité et facilitent également le stockage du carbone, et les animaux qui, je le rappelle, sont quand même une fourniture non négligeable de protéines dans les rations alimentaires. Voilà, si vous voulez, quelques éléments. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'accélération de l'action face au changement climatique, de plus en plus, agriculture et forêt vont devenir au cœur de l'action climatique, à la fois pour accroître la résilience des systèmes agricoles face aux impacts du changement climatique qui vont s'accélérer, et en même temps pour trouver des contributions majeures à cette neutralité carbone qui doit être atteinte grâce à une gestion beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus efficace de cet immense patrimoine que constituent les sols vivants. Merci de votre attention.